this is not true. At least what we have foreign minister is the spokesperson to the foreign minister also stressed that the Supreme Leader and the President survived the attack. According to sources on the ground, saying the Supreme Leader is alive. Now, over here we have two camps, but this is absolutely to be a situation like this. You absolutely expect in a war like fabriqué, or on est à quelques heures de cet événement. En tout cas, d'accord, donc vous attendez une confirmation du côté iranien. Khamenei, c'est la clé de voûte du régime iranien. Oui. Il est là depuis 37 ans. C'est Wali al-Faqih, c'est-à-dire le représentant, l'incarnation de Dieu, du prophète sur terre. Donc son élimination, ça vaut l'élimination de plusieurs dirigeants américains avec un rang spirituel. C'est le chef de la communauté chiite iranienne. Et donc, il faut mesurer l'importance de cet événement, s'il a eu lieu ou pas. J'ai tendance à croire à cela. Qu'il a eu lieu, mais j'attends une vraie confirmation. De la part du régime iranien, vous attendez de qui vous attendez la confirmation? Une preuve, j'attends une preuve. Monsieur Netanyahou, il y a 1h30, il ne l'avait pas. Il a parlé de signes. Il ne l'avait pas. Effectivement, il n'a pas parlé de preuves. Donc j'attends une preuve pour que ceux qui, à Téhéran aujourd'hui, fêtent cet événement, qu'ils soient, comment dirais-je, récompensés par cette attente et cette disparition. Mais je veux pas, on ne va pas écrire l'histoire quelques heures après qu'elle se soit passée. Toujours est-il... On la commente, Antoine Basbous, c'est déjà pas mal. On la commente, l'histoire, alors qu'elle est en train de se dérouler. Et c'est notre rôle. Il y a certains qui l'écrivent, qui la dissertent comme s'ils y étaient, et comme... voilà. Mais donc... Et là, vous parlez pour Donald Trump, parce que c'est pas moi qui ai confirmé la mort de Ali Khamenei, c'est Donald Trump. Non, mais Khamenei, c'est vraiment la pièce centrale de ce régime, la clé de voûte. S'il est mort, eh bien, beaucoup de choses vont s'écrouler, beaucoup de choses vont être désorganisées. Alors, qu'est-ce qui va s'écrouler? Déjà, l'organisation, tout tient sur l'autorité de Wali al-Faqih, du vicaire du prophète sur terre. Il a tous les pouvoirs, civils, militaires, financiers. Il a le droit de vie et de mort sur sa population. Donc son écroulement va poser un véritable problème. D'autant plus que ses adjoints également principaux auraient été touchés, comme Shamkhani. Shamkhani, qui est chargé de la sécurité, il a perdu une jambe en juin dernier, et son fils a péri dans la tentative de son assassinat le 12 juin dernier. Donc voilà, il y a un événement majeur. Je crois que c'est une affaire existentielle, autant pour les Iraniens que pour Israël et les pays voisins. Et il y avait quelques indices de folie chez les Iraniens. Ils ont tapé les pays voisins. L'Arabie, pourtant, elle disait qu'elle était neutre. Vous voulez parler de ce matin, les frappes iraniennes de ce matin et cet après-midi sur les pays arabes? Oui, notamment des pays qui voulaient être neutres dans cette affaire. Ils ont frappé le Qatar, qui est un partenaire et qui était un émissaire auprès des Américains. Bahreïn, ok, il y a la flotte américaine. Oui, la 5e flotte, oui. La 5e flotte. Mais en même temps, Bahreïn, c'est un pays qui est majoritairement chiite. Ils ont frappé tout le monde, sauf le sultanat d'Oman. Sauf le sultanat d'Oman, parce que... C'est à noter. Oui, il y a des relations extrêmement denses avec le sultanat d'Oman, une proximité spirituelle, je dirais même. Et les Omanais ont beaucoup de respect et d'admiration pour l'esprit iranien. Ils sont vraiment proches, et entre les Arabes et les Il y a du respect mutuel. Voilà. Yasmina Asrarguis, vous vouliez dire quelque chose? Oui, peut-être juste rebondir là-dessus. C'est que le but initial de ce régime avait avant tout été d'affaiblir, détruire et de rendre impossible l'idée même d'un monde abrahamique, à savoir ces pays qui ont reconnu Israël depuis 2020 et qui ont construit ce bloc des accords d'Abraham. Et tout le but du 7 octobre a été d'empêcher d'abord l'Arabie saoudite de le rejoindre, et avec cette guerre, de rendre toute coopération, visibilité de coopération, impossible pour l'ensemble
des pays arabes. Aujourd'hui, par ces attaques, ce que l'Iran a fait, puisque c'était le piège qui lui a été tendu par ailleurs, c'était de montrer qu'il y avait une unité arabe face à l'Iran. Et quand dans la même journée, effectivement, vous tapez l'Arabie, à Dubaï, on voit des scènes d'hôtels qui prennent feu, au Bahreïn, un immeuble qui a été tapé, et la liste est longue parce que tous les pays du Golfe aujourd'hui ont reçu des explosifs, et c'est pas une région où on a l'habitude, ça n'est pas Gaza, ça n'est pas l'autorité palestinienne, on n'est pas dans des zones qui ont l'habitude de se prendre des bombes sur la tête. Et ce qui s'est passé aujourd'hui va rester dans l'histoire parce que les pays arabes ont compris dans quel sens ils devaient aller, et globalement la sécurité de Washington et le fait de se resserrer autour du US-CENTCOM, c'est quelque chose qui aujourd'hui va être fondamental dans les prochaines semaines. Et même l'Arabie Saoudite, qui a eu de vrais challenges avec les Émirats au Yémen, dès ce matin, Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, téléphone à MBS, donc le président à Abu Dhabi, pour essayer de travailler ensemble, MBZ, aux Émirats, pour lui dire, écoutez, nous sommes ensemble, nos pays vivent la même chose. Donc il y a là quelque chose qu'il faut observer, analyser et comprendre. Michel Yakovlev, sur ce qui est en train de se passer avec la potentialité d'un vide institutionnel à Téhéran. Alors, je ne connais pas assez la société iranienne pour pouvoir me prononcer là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que ça donne quelques jours de répit, d'air à Trump. Parce que, malgré tout, il y a une course de vitesse qui s'engage. Là, on n'a pas parlé des Chinois, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que le monde entier, en tout cas, il y a un certain nombre de pays qui vont chercher à mettre une pression d'enfer pour que ça cesse. Là, Trump, vis-à-vis de son opinion, qui était vraiment indécise, il a déjà une victoire ce soir. Donc ça... Pour l'Iran, je ne sais pas, mais pour Trump, ça lui donne quelques jours, en tout cas l'illusion de quelques jours de tranquillité. Ce que Yasmina disait sur les pays du Golfe qui ont été attaqués, dans l'hypothèse où ça se transformerait en grande victoire, bah, ça les rend participants à la victoire aussi. Donc dans une situation post-conflit, voilà, ça renforce le camp Trump. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les Américains et les Iraniens, y compris, paradoxalement, les frappes sur les pays du Golfe, leurs amis du Golfe. Oui, Antoine Basbous. Au moins, c'est une bonne diversion dans l'affaire Epstein pour le président Ah bah ça, c'est sûr. Mais donc aujourd'hui, toute la presse américaine parle de l'Iran et non pas des dossiers Epstein et de Clinton et des auditions. Concernant les pays arabes, ils avaient tous peur de l'Iran. L'Iran les a menacés pour en faire son avocat auprès de Washington. Ils avaient cette peur, mais ils voulaient bien être débarrassés de l'Iran islamiste, de la République islamique qui les a terrorisés depuis son existence, son premier jour. Et donc, si aujourd'hui ils ont la certitude que l'Iran, ce régime va tomber, eh bien, ils applaudiraient dès demain. Sauf qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Irak, et ils n'ont plus confiance dans les Américains, et surtout quand il y a une association israélo-américaine qui s'engage, même si les Israéliens apportent de la finesse à la puissance américaine, et qu'il faudrait trouver demain des solutions et non pas un enlisement dans une guerre et un chaos et une guerre civile. Donald Trump continue à s'exprimer sur son réseau Truth Social et en parlant justement du guide suprême Ali Khamenei, dont il a confirmé il y a quelques instants la mort. Voici ce qu'il ajoute: il n'a pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de surveillance extrêmement sophistiqués, en étroite collaboration avec Israël. Ni lui, ni les autres dirigeants tués avec lui n'ont rien pu faire. Stéphane Goldin, on a l'impression que là, Donald Trump persiste et signe, alors que nous n'avons toujours aucune confirmation du côté israélien. On n'a pas de confirmation, on a énormément de doutes, de focus qui montrent que, tout permet de dire que Khamenei est mort. On aura des informations au fil du temps, dans les heures qui viennent, et probablement qu'on aura une confirmation qui pourrait arriver d'ailleurs dans des jours, non pas demain, mais qui pourrait très bien arriver après-demain, parce que c'est vrai que le temps que l'Iran aussi
confirme, ou infirme d'ailleurs, la mort de Khamenei, ça risque de prendre du temps. Toujours est-il que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase, une nouvelle donne, parce que concrètement, la tête de l'État islamique a été coupée, officiellement. En tout cas, par rapport aux propos de Donald Trump, qui ont été relayés aussi par Benjamin Netanyahou. Donc on voit très bien que derrière tout ça, il y a une volonté de vouloir passer à la vitesse supérieure. Et pourquoi passer à la vitesse supérieure? Parce que, dans le fond, ni Israël, ni les États-Unis ont envie de rentrer dans un conflit où ils pourraient s'embourber longtemps sur ce territoire-là. Et c'est pour cela que, de plus en plus, on commence à parler, je dirais, d'une période qui pourrait durer une semaine, et pas plus. Parce que c'est vrai qu'il y a une question aussi de réel politique, mais aussi de réalité technique, militaire, sur le terrain, qui fait que nous sommes face à cette notion-là. Et donc, je pense que les choses vont évoluer encore plus rapidement. Il risque d'ailleurs d'avoir encore des missiles qui tombent sur, non pas qu'Israël, mais sur d'autres pays arabes, parce que dans le fond, on risque d'avoir un peu une politique de sauve qui peut. Et malheureusement, parce que je viens d'avoir l'information qui vient de me tomber, il y a une femme qui vient de mourir à Tel Aviv des frappes du missile qui est tombé à Tel Aviv. D'accord, donc il y a une victime supplémentaire en Israël. Nous retournons à Washington. Nous sommes en direct avec Sonia Dridi à Washington. Sonia, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous avez donc la confirmation que Donald Trump, l'explication pourquoi Donald Trump s'est-il précipité, pour le moment il est le seul à le dire, pour annoncer la mort du guide suprême Ali Khamenei, alors que ni côté iranien ni côté israélien cette mort n'est confirmée? Alors tout à l'heure, ce qu'on sait, c'est que l'ambassadeur israélien ici à Washington a briefé des officiels de l'administration sur la mort du guide suprême Khamenei. Donald Trump aurait également vu une photo. En tout cas, on a senti depuis tout à l'heure que cette administration était assez confiante et Donald Trump l'a donc annoncé. Selon lui, eh bien, le guide suprême iranien a bien été tué. Un officiel a également confié à Fox News que 5 à 10 autres dirigeants ont été également tués dans cette frappe qui a tué le guide suprême iranien. En tout cas, Donald Trump veut afficher ce succès parce que c'était l'un des objectifs de cette administration avec cette intervention en Iran. Et d'ailleurs, selon les différents sondages de l'opinion publique, lorsqu'on demandait aux Américains s'ils étaient pour une intervention en Iran, il y avait un peu moins de désapprobation lorsque on leur demandait avec cet objectif de faire tomber le guide suprême iranien. On a aussi un peu plus d'informations de la façon dont Donald Trump a pris sa décision parce que des hauts responsables de cette administration se sont adressés à plusieurs correspondants à la Maison-Blanche au téléphone et ils ont notamment dit que les États-Unis avaient reçu une indication que l'Iran, avait l'intention de faire une frappe préventive, donc de frapper en premier et que Donald Trump ne voulait surtout pas cela. Ils ont également dit que la menace qui venait de l'Iran, c'était évidemment le fait qu'elle puisse se doter de l'arme nucléaire, mais aussi les armes conventionnelles comme les missiles qui pouvaient atteindre les États-Unis. J'ajouterai qu'une source proche des services de renseignement a confié à CNN que selon cette personne, il n'y avait aucune information crédible selon lesquelles l'Iran voulait faire une frappe préventive. Merci Sonia Dridi d'avoir été en direct avec nous de Washington. Antoine Basbous, cette information de Donald Trump, le fait que Donald Trump ait il y a quelques instants déclaré, je le cite, Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants, c'est le mot de Donald Trump, les plus malfaisants de l'histoire, est mort. Vous ne pensez pas tout de même qu'il n'aurait aucun intérêt, Donald Trump, à le dire s'il n'avait pas absolument la totale garantie que cela est vrai? Je ne sais pas décoder tous les propos du président américain. Non, mais il y a une certaine logique quand même. Oui, ok. Alors, pourquoi il n'a pas apporté la preuve? Donc, j'attends juste une preuve. Je ne dis pas qu'il n'est pas mort. Je dis simplement qu'il faut un peu de preuve. D'ailleurs, Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, qui a été assassiné il y a 2 ans, il a fallu 2 jours avant que le Hezbollah n'admette sa mort. Et il a fallu... Et qui avait donné les preuves?
c'est sa sœur. On est allé chercher sa sœur, l'ADN de sa sœur, pour comparer avec l'ADN de Nasrallah. Mais cela dit, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a été préparé pour l'après Khamenei. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui va... si vous pensez à l'après Khamenei, c'est quand même que vous pensez que Khamenei est potentiellement mort. Et surtout par rapport au régime. Le régime islamique va tomber, je crois qu'il n'a plus d'assises, ni économiques, ni politiques, ni sociales. Sans Ali Khamenei, le régime islamique tombe. Accélère sa chute, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est prêt pour l'après? C'est ça la vraie question. Est-ce le chaos? Est-ce une guerre civile? Il faudrait trouver une solution à tout cela, et qu'un pays comme l'Iran, 3 fois plus grand que la France, avec 10 millions d'habitants et 4 ou 5 ethnies, c'est pas facile à gérer l'après Khamenei. L'idéal serait qu'il trouve un Boris Yeltsin iranien, issu du régime, qui changerait la donne et qui transformerait le régime au service d'une autre idéologie. Vous nous avez rejoint, Sophia Mara, merci, bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Antoine Basbous sur l'après Khamenei? Bonsoir Anne. Je suis d'accord sur certains points, j'ai un petit différence sur certains autres. Alors on vous écoute. Très brièvement, je pense qu'effectivement il faut rester prudent concernant la disparition de Khamenei. Tout le monde a envie évidemment de s'approprier la paternité de cette liquidation qui évidemment fait plaisir à beaucoup de monde au Proche-Orient, puisqu'il est considéré comme étant la tête de la pieuvre et que l'Iran des mollahs a fait beaucoup de mal à sa population, mais également aux pays arabes voisins. Évidemment, Israël a été la première à annoncer cette disparition, puis ça a été les Américains. Les Iraniens ont déjà fait la fête dans les rues pour célébrer cette disparition. Ce qui va être vraiment le facteur déterminant, c'est l'ADN et c'est un communiqué de Téhéran. Rappelez-vous quand même, vous demandiez si tout à l'heure, très justement concernant Obama, que concernant Trump, s'il aurait pu annoncer ça sans en être certain. Rappelez-vous qu'Obama a annoncé, parce qu'il voulait être le premier à le dire, que Ben Laden, qui était quand même aussi une chose importante, ou une liquidation importante, il a annoncé sa liquidation en mai 2011, avant d'avoir les tests ADN. C'est-à-dire, il a reçu des photos d'une base américaine, et les tests ADN sont arrivés après la déclaration officielle. Donc on peut se dire que c'est peut-être ce qui est en train d'arriver à Donald Trump, c'est-à-dire qu'il a voulu effectivement être le premier, ce qui n'étonnera personne, à annoncer cette mort. Exactement, exactement. Il y a aussi un facteur, je pense qu'ils ont mis la pression pour forcer les Iraniens à donner des preuves de vie. Je veux dire par là, vous déclarez, vous avez bombardé fort, après vous déclarez qu'il est mort. Qu'il soit mort ou pas, c'est pas grave, parce que la population iranienne en profite pour se réjouir. Et en attendant, ça met la pression sur les Iraniens pour dire, s'il est encore vivant, à vous de prouver qu'il est vivant. Donc il faut le sortir maintenant. D'ailleurs, il a été annoncé qu'il allait parler ce soir. Oui. Il n'a jamais parlé. Et donc, la télévision d'État iranienne avait annoncé ça plus tôt. Perturbés. Mais je me demande pourquoi le président Pezeshkian a été ciblé, parce que... Le président iranien Pezeshkian. Oui, alors lui... Pourquoi vous posez cette question? Alors il doit se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que lui, il n'est ni Mollah ni Pasdaran. Il pourrait être un démocrate à l'iranienne, c'est-à-dire plutôt gentil qu'autre chose. En tout cas, Donald Trump, pour aller dans votre sens, Antoine Basbous a ajouté, il est très prolixe ce soir, il a vraiment envie de parler, c'est l'occasion la plus précieuse pour le peuple iranien de reprendre le contrôle de son pays. Et là, il incite les Iraniens à descendre dans la rue, à prendre peut-être quelques préfectures, à bouger. Parce que le mois dernier, quand il y a eu 30 ou 40 000 morts en 2 jours, eh bien, il leur a promis son aide qui va arriver. Eh bien, ça a beaucoup tardé. En revanche, aujourd'hui, il les a probablement débarrassés du guide suprême. Et donc, ils vont pouvoir réagir et prendre les choses en main.
Oui, général, vous vouliez ajouter quelque chose? Forcément comme un bon signe, parce que c'est aussi une façon peut-être de préparer un arrêt des opérations en disant les gars, j'ai fait le boulot, je vous ai débarrassé du malfaisant là, et maintenant à vous de jouer. Et ça, je pense que la population iranienne, maintenant que ça a commencé, il faut que ça aille au bout. Mais ils sont associés mon général avec les Israéliens qui ont un autre regard, une autre conduite par rapport à cette affaire. Nous sommes en ligne maintenant justement avec Téhéran avec Siavosh Ghazi. Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de France 24 et de RFI depuis Téhéran. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire si les autorités iraniennes confirment la mort du guide suprême Ali Khamenei? Non, depuis cet après-midi, les démentis se multiplient. Il y a eu tout d'abord la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui a démenti donc la mort de l'ayatollah Khamenei, mais aussi du président Pezeshkian. Ensuite, le porte-parole de la diplomatie iranienne est allé dans le même sens en affirmant que le guide suprême était en très bonne santé et donc n'avait pas été ni tué ni blessé dans les frappes de ce matin. Et puis depuis 2 heures, il y a d'autres déclarations, par exemple les membres de la commission des affaires étrangères et de la sécurité nationale, des gens proches des gardiens de la révolution qui démentent également et donc dénoncent une propagande de la part des ennemis, je cite, pour cacher les échecs subis par les armées américaines et israéliennes et donc mettre de côté le succès, je cite encore, le succès des opérations de riposte iranienne contre les bases américaines dans la région, mais aussi contre Israël. La télévision iranienne a même affirmé que le guide suprême iranien dirigeait personnellement les opérations de guerre, comme en juin dernier, donc démentant donc de sa mort ou le fait qu'il ait été blessé. En revanche, un média officiel a annoncé la mort de la belle-fille du guide suprême iranien et de son gendre dans l'opération qui a été menée ce matin par Israël. Excusez-moi de vous interrompre, j'aimerais vous poser une autre question. Vous habitez Téhéran, vous y êtes depuis de nombreuses années. Que pouvez-vous nous dire sur l'atmosphère à l'intérieur de la capitale depuis ce matin, depuis le début des frappes israélo-américaines? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un soulagement, d'une excitation? Est-ce qu'il y a de la peur? Comment se comporte la population? Alors, il y a eu, donc, ce matin, ça a été la grande surprise. Personne ne s'attendait à des frappes aussi immédiates, d'autant plus que le président Trump avait dit qu'il allait y avoir une nouvelle rencontre vendredi, entre Iraniens et Américains, pour continuer les négociations. Mais lorsqu'il y a eu la deuxième vague de frappes, il y a eu donc une certaine panique dans la population. Les magasins ont tout de suite fermé, notamment dans les grands centres commerciaux. Beaucoup de magasins ont immédiatement fermé. Les gens sont rentrés à la maison, se sont rués dans les magasins pour acheter des produits de consommation courante, pour faire des provisions, sachant que désormais donc on était dans une situation de conflit à long terme. Et puis je me suis promené un peu dans l'après-midi à la tombée de la nuit dans plusieurs quartiers de Téhéran, et là les rues étaient totalement vides. Il y avait énormément de forces de sécurité déployées sur les principales avenues de Téhéran, mais aussi sur les grandes places de la capitale. Et puis des automobilistes qui faisaient la queue, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres à chaque fois pour faire le plein. Le gouvernement ayant conseillé aux habitants de Téhéran de quitter la capitale pour se mettre à l'abri à la campagne ou dans les petites villes de province, s'ils avaient la possibilité de le faire, en disant que le conflit allait durer et donc il pourrait y avoir des victimes encore plus nombreuses lors des prochaines frappes israéliennes ou américaines. Siavosh Ghazi, dans le cas où la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei serait confirmée par justement les autorités iraniennes, comment pensez-vous qu'elles procéderaient à cette annonce? Ça, on a
un précédent historique lorsque l'ayatollah Khomeini est mort à la fin de la guerre Iran-Irak. Les autorités ont mis plus d'une journée avant de l'annoncer officiellement pour préparer sa succession. On est dans une situation un peu particulière, on est en pleine guerre, et bien évidemment, si cette mort est confirmée, il faut préparer la suite des événements, comment l'annoncer, qui va le remplacer. Ce sont des questions qui restent en suspens, d'autant plus que depuis ce matin, on n'a pas eu d'apparition publique du président Pezeshkian, par exemple, qui aurait pu, par exemple, intervenir à la télévision pour parler à la population, ou la diffusion d'un message enregistré, comme ça a été le cas ces derniers mois, du guide suprême iranien, qui a l'habitude, même durant la guerre de 12 jours, qui avait l'habitude de faire diffuser des messages enregistrés enregistrés dans sa cachette, dans le lieu où il s'était réfugié pour être à l'abri des frappes israéliennes. Donc pour l'instant, il est 2h du matin ici à Téhéran. Il n'y a pas eu d'apparition ou de message vidéo publié. Donc l'incertitude est bien sûr présente dans tous les esprits, malgré les démentis des autorités iraniennes. Siavash, est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre si justement les autorités iraniennes, d'après ce que vous en comprenez, ont déjà prévu la succession du guide suprême? Bon, c'est très difficile. Tout ce qu'on entend côté officiel, c'est que c'est un démenti de la part des autorités iraniennes. Donc c'est un sujet tabou, c'est-à-dire si c'est un démenti, c'est un sujet tabou, alors que le bon sens et l'intelligence voudraient qu'évidemment la succession ait été prévue. Alors normalement, c'est l'Assemblée des experts qui réunit quelques 89 ou 90 religieux, qui décident du nom du successeur du guide. Mais on est en situation de guerre et il se peut que les choses se passent différemment. Il n'y a pas vraiment de successeur désigné. Certains parlent du fils de l'ayatollah Khamenei pour le succéder, mais ce Mojtaba Khamenei n'est pas intervenu du tout dans les affaires politiques, n'a jamais fait de déclaration politique. On parle depuis quelques mois du fils du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khamenei, qui est de plus en plus mis en avant. Mais est-ce qu'il pourrait faire l'affaire? C'est des questions qui ne sont pas tranchées. Et donc, il y a des batailles à l'intérieur du système, dans le cas où il y a la confirmation de la mort du guide suprême iranien. Merci infiniment Siavash Ghazi pour ces informations précieuses. Vous étiez en direct de Téhéran. Revenons aux propos de Donald Trump qui tout à l'heure, donc au compte-gouttes quand même, on arrive un petit peu plus à comprendre la pensée de Donald Trump en cette journée qui est une journée importante puisqu'elle est celle du début de ses frappes, alors que personne ne sait quand sera la fin de ces frappes. Nous apprenons que nombre de leurs gardiens de la révolution, il parle bien évidemment des Iraniens, de leurs militaires et de leurs forces de sécurité et de police ne veulent plus combattre et cherchent à obtenir notre immunité. Stéphane Goldin, ça, je sais que vous nous en avez déjà beaucoup parlé sur ce plateau, c'est quelque chose qui serait un désir non seulement des Américains, mais également des Israéliens. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste ? C'est réaliste. Alors c'est vrai qu'il y a aussi, ne nous l'oublions pas, une guerre qui s'appelle une guerre psychologique. Oui. Elle existe dans toute guerre, et là je pense qu'on est face à une guerre psychologique, parce qu'il est peut-être encore un peu temps, en tout cas pour les gardiens de la Révolution, de vouloir faire défection. Je pense que ça arrivera à un moment donné, mais on n'en est pas encore là. Par contre, toute la question est de savoir concernant l'armée iranienne, et c'est là où toute la question doit se poser. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques défections, pas assez, mais on sent concrètement que si on réfléchit, dans le fond, à l'après Khomeini, il va falloir trouver aussi une solution. Est-ce que cette solution doit venir de la diaspora iranienne? À titre personnel, je n'en sais rien. Et d'après ce que l'on peut savoir, c'est que les Iraniens, en tout cas ceux qui vivent en Iran, sont pas complètement en phase avec cette idée-là. Il faut savoir aussi que le peuple iranien est une multitude de fractions
aussi, qui veulent exister par eux-mêmes et qui choisiront aussi peut-être leurs représentants. Toujours est-il que là, on est face quand même à une guerre psychologique, avec aussi, on le veuille ou non, on va en avoir de plus en plus des gens, des personnes qui vont vouloir faire défection, qui ne vont plus vouloir combattre, parce que c'est vrai qu'il va y avoir ce qu'on appelle le rouleau compresseur américano-israélien, on va dire clairement les choses, et du coup, ces gens-là vont devoir se retrouver et refaire, je dirais, une sorte de virginité pour les lendemains. Nous venons d'apprendre que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, annule son déplacement qu'il avait déjà reporté, qui devait commencer ce lundi soir et avoir lieu toute la journée de mardi. Comment analyser cette annulation, Antoine Basbous? Je crois qu'il s'agit de poker menteur. Toutes ces négociations, quand les Américains disent pas d'enrichissement, il faut mettre les vecteurs, les missiles sur la table pour négocier, les proxys, et que les Iraniens disent non, on va parler juste de l'uranium enrichi. Et puis d'une semaine à l'autre, ils noyaient les Américains et ils les repoussaient. Pendant ce temps, les Américains rapprochaient une flotte immense, préparaient les coups avec Israël, et dans ce bluff-là, l'arrivée de Rubio était mentionnée pour lundi, mais bon... Ah mais donc vous êtes en train de dire que peut-être c'était mentionné exprès pour que tout le monde pense effectivement qu'il n'y aurait pas de frappe, et que maintenant qu'il y a les frappes, donc effectivement c'est plus la peine évidemment, que... C'est ça que vous voulez dire? Je le crois, oui, c'est un poker menteur. Je mets du temps à comprendre. Que les uns et les autres ont joué, et finalement, voilà, le résultat est là, la surprise est là. Michel Yakovlev là-dessus. Oui, sûrement pour cette manœuvre, et j'apprécie ce que Stéphane a dit sur la guerre psychologique, etc. Viendra pas. Il y a quand même un facteur militaire qui me paraît important, c'est que cette flotte immense, en réalité, elle est immense par rapport à nous, les Français, mais elle n'est pas immense historiquement. Et c'est une flotte pour un coup. C'est une flotte qui est capable de frapper à ce rythme-là pendant plusieurs jours. Dans l'esprit, en tout cas des militaires, je ne sais pas pour Trump, ils ne sont pas partis pour un mois de campagne. Quand les Israéliens, j'en sais rien, mais les Américains, sauf à remandriner complètement leur dispositif, ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est une flotte de 5 jours. Quand vous dites à ce rythme-là, c'est-à-dire vous trouvez que c'est un rythme plutôt lent? Ah non, là, ils y vont fort. Hein. Ils y vont fort. Ils ont ciblé. Donc vous voulez dire qu'ils ne pourront pas tenir d'y aller aussi fort pendant plusieurs jours? Je vais donner un exemple. Cette flotte, elle a entre 150 et 250 missiles de croisière. Je suppose qu'ils en ont tiré entre 50 et 100. Bon. J'ai entendu dire 900 missiles de croisière Tomahawk. Et en fait, en face, l'Iran n'a aucun avion qui vole. Ils ont tiré 900 missiles. Non. Ils disposent dans leur soute de 900... Pas dans les bateaux. Il faut qu'ils rentrent au port, il faut qu'on les recharge, oui, mais etc. il y a 13, je crois, destroyers. Là, ils ont une puissance crête sur plusieurs jours. Et après, une puissance crête. Oui, une puissance crête, comme on dit en jargon militaire, mais on comprend ce que vous voulez dire. Non, mais c'est à fond la caisse. Et puis après, d'accord, ça c'est plus compréhensible. Il faut refaire les pleins, il faut faire tourner les bateaux, etc., etc. Il faut qu'ils aillent au port recharger. Donc, et ce rythme-là, ça tient 3 ou 4 jours. Voilà. Après, c'est un rythme. Donc ça, c'est l'espoir des Américains. Vous pensez? Je pense que Trump, dans son esprit, il a dit dans quelques jours. Alors justement, pour illustrer vos propos. Une fois de plus, essayons de faire du commentaire de texte de Donald Trump qui a annoncé ceci. Les bombardements intensifs et précis se poursuivront sans interruption tout au long de la semaine et aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif de paix au Moyen-Orient. Et ça, c'est écrit en majuscule, Gallagher Fenwick. Donc c'est très important. Et en fait, dans le monde, voilà ce qu'a dit Donald Trump. Bon, plusieurs choses. Déjà, cette idée de bâtir la paix à coups de bombe à travers le monde, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des manières d'y parvenir. Pourquoi pas, vu le moment assez dystopique, voire orwellien que nous traversons. Par ailleurs, ça corrobore ce que disait le général Yakovlev, cette idée de quelques jours. C'est ce qu'ils ont en termes de munitions. Les Américains ils disposent au total d'un peu plus, je crois, de 4000 missiles Tomahawk. Donc ça vous donne un ordre d'idée par rapport à ce qui a éventuellement été tiré aujourd'hui. Par ailleurs, le commentaire qu'on faisait tout à l'heure sur le rythme iranien, qui paraît, je dis bien paraît, plus faible que ce qui avait été éventuellement envisagé, peut aussi laisser entendre que le régime iranien se met dans une perspective où en fait celui qui durera le plus longtemps va l'emporter. Et donc il suffit d'encaisser
jusqu'à ce que les Américains commencent à fatiguer. Et Dieu sait si Donald Trump, la patience n'est pas l'une de ses grandes qualités. On se dise, à partir du moment où ces bateaux vont s'éloigner et que le régime aura survécu, alors ce sera nous qui pourrons crier victoire. Mais vu le niveau de décapitation à ce stade, voilà, ça va être complexe aussi du côté iranien. Je pense que ce qui est probablement en train de se dérouler également côté iranien en coulisses, suite à l'élimination de Khamenei, c'est une lutte intestine, c'est-à-dire vous avez de par l'article, je crois, 111 de la Constitution, 3 personnes qui sont chargées de la gestion des affaires courantes. Jusqu'à Essiavosh Ghazi faisait référence la réunion de l'Assemblée des experts afin de désigner un remplaçant, mais ça doit sévèrement tanguer en coulisses. La seule fois où ces assemblées s'est réunies, c'était en 1989. Ils n'ont pas énormément non plus d'expérience en la matière. Rejoignons tout de suite Washington, où Sonia Dridi, notre correspondante, s'est postée devant la Maison Blanche et elle a réussi. Je crois, Sonia, vous êtes avec un Iranien d'origine en exil aux États-Unis. Oui, alors c'est un Américain d'origine iranienne, Bardia, qui est avec nous, qui vous le voyez, il a sa casquette Make Iran Great Again, rendez à l'Iran sa grandeur. So Bardia, can you tell us how you feel now? Bardia, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous sentez maintenant après l'attaque américaine sur l'Iran? Oui, absolument. C'est ce qu'on demande depuis cette semaine. On se réunit ici, dans les rues de Washington DC. Plus d'un millier de personnes, de nombreuses fois, se sont rendues dans cette rue même pour demander un soutien militaire et une opération de sauvetage. Donc on a eu notre opération de sauvetage hier soir. Il y a 3000 personnes qui étaient ici il y a 20 minutes. Et on vient d'être dispersés. Mais les gens étaient très heureux, on dansait dans la rue, on dansait devant la Maison Blanche, on dansait au niveau du mémorial où on a commencé la procession, donc on était très contents. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de Khamenei? Je ne pouvais pas y croire, c'était la fin de ce cauchemar. Et c'était surréaliste. On ne pouvait pas vraiment y croire, mais nous sommes très heureux. La personne qui a causé tant de souffrance à tant de personnes, à des millions de personnes, à toute une nation, et pas juste le peuple iranien, mais au monde entier, en exportant le terrorisme et en faisant le mal. Tout venait de lui et de son régime illégitime. Merci beaucoup. Vous pouvez entendre derrière moi, il y a encore quelques manifestants qui disent merci à Donald Trump. Et en face de moi, il y a des manifestants, qui manifestent contre cette opération américaine, qui dénoncent une opération illégale. Merci Sonia Dridi. Comme d'habitude aux États-Unis, on a l'un et l'autre, l'un en face de l'autre. C'est ça la démocratie. Une information vient de nous parvenir ce soir. Comme vous le savez, depuis ce matin, la riposte iranienne a eu lieu dans énormément de pays arabes qui ont été frappés dans la région, sauf le sultanat d'Oman. Et voici des images de l'aéroport de Dubaï. L'aéroport de Dubaï a été frappé il y a quelques instants. Regardez, ces images sont tout de même assez impressionnantes. De quoi peut-il s'agir, Général Yakovlev? Bon. Ou Gallagher Fenwick, si vous vouliez parler. Ça peut être des drones, Shahid, qui ont tapé de manière assez précise l'aéroport. Ça, c'est quand même un hub immense. Gigantesque. Oui. L'aéroport de Dubaï, ça fait partie des voix qui vont appeler Donald Trump, parce que là, l'Iran est en train de taper Dubaï, qui est peut-être moins bien défendu que Abu Dhabi, à côté de laquelle il y a une base militaire assez importante, celle d'Al-Dafra, je crois. Et ça, ce sont des coups très très durs. Et là, ce sont des missiles iraniens qui ont été interceptés dans le ciel de Dubaï, justement. Ouais. Oui, pardon, je vous ai coupé, Gallagher. Non, je disais que ce sont des coups très très durs pour les Émirats arabes unis, qui vont peut-être, c'est sans doute l'espoir du régime iranien, faire partie des voix qui vont s'adresser à Donald Trump pour lui demander de calmer les choses. Oui, de désescalader, effectivement. Antoine Basbous? Il y a 500 000 Iraniens à Dubaï. Et les banques de Dubaï, c'est un peu
c'est là où se trouve le cache des Pasdaran. Donc frapper Dubaï, les Dubaïotes pensaient qu'ils étaient à l'abri. Oui. Sauf que frapper un aéroport comme celui de Dubaï, c'est frapper un hub international, c'est montrer aux Émiriens combien ils sont vulnérables. Et là, les Émiriens peuvent se retourner en face des Américains, des Français, en disant « vous avez des bases chez nous, vous n'avez pas suffisamment protégé ». Donc il va falloir... comment dirais-je, et ils ont même menacé aujourd'hui de riposter à ce genre d'attaque. Les Émirats Arabes Unis. Oui. Oui, effectivement. Oui, Sophia Mara. Oui, j'ai eu Dubaï il y a 20 minutes avant d'arriver et plusieurs sources. D'abord, premièrement, on me confirme que c'est un Shahed. Oui, un drone Shahed. Un drone Shahed qui a frappé l'aéroport. L'aéroport et pas seulement. Donc ce sont les images que nous sommes en train de voir. Burj Al Arab, qui est enfin les alentours d'une énorme tour qui est très connue, qui est un peu la tour Eiffel de Dubaï, où se trouvent beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui vont en vacances. Voilà, drôle d'idée depuis qu'on sait qu'une opération se prépare. Et en tout cas, on a quand même du mal à croire que il y a un drone Shahed qui soit arrivé en plein milieu de l'aéroport de Dubaï. L'aéroport du Koweït aussi a été endommagé. Et ce qui est intéressant de savoir tout de même, c'est que personne ne pouvait s'attendre à ce que Dubaï soit visé et que tous les citoyens, comme les Israéliens désormais, eh bien, ils reçoivent d'abord une préalerte. Pour se mettre aux abris, et ensuite une alerte qui dit qu'il faut courir pour se réfugier en sous-sol. Stéphane Gonin, comment vous pensez que c'est possible ? Écoutez, moi je pense que les Iraniens sont actuellement dans une situation qui fait que c'est du sauf qui peut. Sauf qui peut, parce qu'on voit dans le fond, et ils comprennent que ce pouvoir s'effrite complètement, que c'est la fin. Et concrètement, ils n'ont plus rien à perdre. Je voudrais simplement rappeler une chose, qu'il y a beaucoup de pays, dont Dubaï, dont l'Arabie Saoudite d'ailleurs, qui étaient au tout début contre l'intervention militaire sur le territoire iranien. Ces pays-là, à un moment donné, ont changé leur version et ont été pour cette intervention. Et on l'a vu il y a encore à peine une quinzaine de jours. Donc, dans le fond, pour les Iraniens, ces pays qui étaient à l'époque contre ont changé aussi leur version et sont devenus, dans le fond, aussi des ennemis. Et ils les ont souvent affiliés, d'ailleurs, au pouvoir américain. Donc, il est logique pour les Iraniens de frapper aussi ces cibles, puisque ces cibles, dans le fond, sont en lien aujourd'hui avec les Américains et pour les Iraniens, de fait, indirectement, avec Israël. Oui, à Shahed, c'est 50 kilos de charge utile, donc ça fait un gros boom. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, on va pas arrêter la guerre parce qu'il y a un de ces trucs qui est tombé sur une zone immense. Bon, c'est dommage, c'est ballot. Ça aurait été mieux si c'était pas arrivé. Le 100% d'interception n'existe pas. Et puis de temps en temps, voilà la preuve, quoi. Donc moi je dis, faut relativiser. Vous voyez, ça fait des belles images. Enfin, des belles images, autant pour moi. Mais on comprend ce que vous voulez dire. C'est guère plus grave que ça, quoi. Sylvie Berman. C'est un hub pas seulement à destination du Moyen-Orient. Quand on va en Asie, du Sud-Est, quand on va en Chine, on passe par l'aéroport de Dubaï. Donc c'est une déstabilisation totale des circuits aériens. Il faut prendre Singapour. C'est en plus à moins de 300 km de l'Iran. C'est tout à fait tout près. Oui. Alors il y a également un autre endroit du Golfe qui a été touché aujourd'hui, c'est Bahreïn. Bahreïn, je rappelle, qui est le QG de la 5e flotte de la marine américaine. Mais les images que vous voyez à l'écran, c'est celles justement d'un drone Shahed, encore un drone Shahed iranien qui a ciblé, enfin qui est arrivé dans un immeuble d'habitation à Bahreïn. Oui. Antoine Basbous. Oui, il y a Bahreïn, il y a le Koweït, il y a même la capitale du Kurdistan irakien, Erbil, qui a été frappée. Il y a le Qatar. Le Qatar a dénombré il y a 2 heures plus de 68 missiles et drones qui ont frappé. Et la capitale est Udeid. Qatar dit qu'ils ont tout leur système patriote ont tout intercepté. Oui, sauf qu'ils ont reçu quand même un certain nombre de missiles et de drones sur la figure. Idem l'Arabie, qui pourtant avait de bonnes relations depuis quelques années avec l'Iran, grâce à la médiation chinoise. L'accord a été signé en Chine, à Pékin. L'Arabie Saoudite qui a quand même aujourd'hui pris la tête en quelque sorte d'un front diplomatique arabe en publiant un communiqué pour exprimer son mécontentement par rapport à ces frappes. Sa solidarité avec tous les pays du Golfe en disant que ces moyens étaient à disposition de ses voisins du CCG. Oui.
Et les Émirats ont fait la même chose. Ce qui interpelle, c'est quand même que Manama, le Bahreïn, a été frappé parce que c'est quand même un pays majoritairement chiite. Après, on ne va pas tout classer ou tout cataloguer en fonction des appartenances confessionnelles. Toujours est-il que c'est un pays qui n'a jamais eu de position très agressive à l'égard de l'Iran, d'abord parce qu'il devait ménager sa population. Concernant, enfin, un dernier mot, précision, il y a aussi des bombes qui sont tombées en Jordanie et dans les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire en Cisjordanie. Oui, y compris. Voilà. Deux missiles, je crois. Oui, exactement. Alors ça n'a pas fait de... Et rappelons tout de même qu'en Iran, une école a été frappée et selon les médias iraniens, il y aurait dans cette école de jeunes filles 80 tués. Oui. Il y a ce matin un conseiller du commandant en chef des gardiens de la Révolution qui, de façon très cynique, s'est exprimé. C'est donc, nous allons l'entendre, un moment où il affirme, c'était ce matin, donc il y a quelques heures, que c'était que le début de la riposte iranienne. Trump devrait savoir qu'aujourd'hui, nous disposons des moyens les plus avancés pour vous combattre pendant des années. Au début de la guerre, nous tirons tout ce que nous avons au fond de nos stocks. Mais à mesure qu'elle se poursuit, nous utiliserons nos missiles les plus puissants, les armes que nous n'avons pas révélées jusqu'à présent, celles que nous avons gardées secrètes. Nous les sortirons également ces jours-ci. Bon, Général Richoux, suite l'information de la soirée qui est que Donald Trump lui-même confirme la disparition du guide suprême Ali Khamenei et que nous avons eu des confirmations officielles de la part de Tsahal, cette fois de l'élimination de combien 7 personnes. 7 personnes du haut commandement iranien. Là, nous avons à contrario un conseiller, un haut gradé iranien qui fanfaronne. Qui fanfaronne, mais alors il faudra voir un petit peu la capacité de reproduction du système avec la décapitation qu'ils ont eue. Ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. C'est-à-dire que ça me paraît pas n'être non plus un tête de chaîne absolu de la hiérarchie des Pasdaran. Alors ce dont il parle, par exemple, en revanche, il faut le prendre au sérieux, ce sont les missiles hypersoniques dont on dit qu'ils pourraient atteindre Israël en 12 minutes, qui sont capables de varianter leur trajectoire et de frapper le territoire israélien avec des difficultés d'interception. On n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent, me semble-t-il. Donc on verra si c'est de la propagande ou si ça n'en est pas. Par contre, les missiles Shahed, c'est une vraie, je pense, parce qu'ils sont capables d'en produire beaucoup, c'est une vraie menace. Et les missiles, on ne les détruit pas avec des patriotes. Un missile Shahed, il faut les intercepter en vol avec des chasseurs. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, il y a le Ford qui est en Méditerranée pour intercepter ce genre de drone, et qu'il y a de 200 à 300 chasseurs qui sont capables de participer à la campagne anti-aérienne. Je rappelle que les Britanniques ont mis aussi des chasseurs à Chypre. Je rappelle qu'on a aussi des chasseurs en Jordanie, qu'on a des chasseurs aux Émirats Arabes Unis, qu'on a des chasseurs à Djibouti, et donc on est capable éventuellement de participer à la protection globale, je dirais, de la péninsule arabique et jusqu'à la Méditerranée. Mais c'est un immense territoire. C'est ça la faiblesse du truc, c'est qu'il y a beaucoup de bases, il y a beaucoup de choses à défendre sur un territoire qui est absolument gigantesque. Oui, Sophia Mara. Oui, et également, en général, il y a aussi le problème des drones. D'abord, il n'y a pas de protection qui fonctionne à 100%. On ne peut pas tout intercepter. Et il semble que les drones iraniens et même les drones qui sont encore aux mains du Hezbollah, 1000 drones kamikazes, selon les dernières informations, peuvent faire également beaucoup de mal et qui sont encore plus difficiles à intercepter. Voilà, et on ne peut pas les détruire avec des missiles qui coûtent 2 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle les chasseurs, on les détruit à la mitrailleuse. Donc il faut beaucoup de chasseurs, et ils ne peuvent pas être partout à la fois. Et c'est ça, en fait, la faiblesse du dispositif israélo-américain, j'allais dire, sur cette... Stéphane Goldin, puis Antoine Basbous. Le général Richoux a dit quelque chose de très important qui n'a pas été dit jusqu'à présent, parce qu'on a parlé de cette action qui est menée par les Américains et par Israël, et vous avez stipulé un autre pays, les Britanniques. Et c'est vrai que les Britanniques sont actuellement sur le pont, simplement pour de l'interception. Le Premier ministre britannique, aujourd'hui, a annoncé qu'effectivement, il faisait partie de l'opération. Et donc, il faisait partie de l'opération pour l'interception.
Et donc, c'était aussi important de le rappeler que dans le fond, ce n'est pas une simplement opération qui était américano-américaine. Il y avait d'autres alliés dans cette affaire qui étaient là aussi pour prêter. Alors, c'est vrai que les Britanniques ne sont pas dans une vision de vouloir attaquer, pour dire clairement les choses, le territoire iranien. Il est là simplement dans un cadre d'interception. Et c'était important de le stipuler ce soir. Maintenant, concernant les drones, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, les drones. Très important. Et sachant quand même que les Iraniens sont maîtres en la manœuvre, en la matière, au niveau des drones. Il faut rappeler quand même que ce sont les Iraniens qui ont fourni les Russes. Oui. Et qui ont construit les drones. Ce sont quand même des shahids qui tous les jours ils connaissent très bien le système. Et donc c'est vrai que c'est encore une menace qu'il va falloir continuer à réduire. Quant à ce général qui ce matin... oui, le conseiller du commandant en chef des gardiens de la révolution iranien. Et là aussi, on est dans une guerre psychologique où il va falloir aussi, je dirais, réveiller les foules et ne pas leur dire voilà, tout est perdu. Alors je rappelle quand même aussi pour dire, pour l'affaire des drones, c'est que les Français ont participé à la défense d'Israël. Il n'est pas impensable qu'à partir de la Jordanie, si Israël était trop ciblé, quelques rafales décollent pour participer à la défense aérienne. Antoine Basbous. Oui, moi je voulais dire que ce général iranien faisait de la propagande comme tous ses chefs, comme par le passé, comme d'ailleurs Khamenei hier encore, où de sa cachette a fait une déclaration qui était mal filmée et mal ficelée. Je dirais que tout ça c'est pour mobiliser, pour donner de la force d'esprit, du moral à leurs partisans sur place et surtout à leurs proxys dans la région. Parce que il faut mobiliser les Hezbollah, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, les Houthis au Yémen, et il faut leur dire que nous sommes forts, nous allons l'emporter et nous sommes capables de menacer nos ennemis. Alors, nous venons de souligner le fait que le Premier ministre britannique avait aujourd'hui précisé le fait que la participation britannique à cette opération américano-israélienne. Quant à la participation éventuelle française, eh bien, voici ce qu'a dit tout à l'heure le président français Emmanuel Macron. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. Donc, Général Richoux, vous avez entendu, la France n'a pas participé. Non, la France n'a pas participé. Il semblerait même que la France n'ait pas été avertie. Alors, et n'ait pas été avertie, c'est ce qu'Emmanuel Macron vient de dire. Oui, il a eu la franchise de le dire. Il a eu la franchise de le dire. Ça ne veut pas dire que la France ne participera pas si, effectivement... Oui, mais comment vous expliquez ça, que la France n'ait pas été avertie Mais parce que on n'a pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour le moment, on ne fait pas partie des opérations et qu'on n'a certainement pas souhaité en faire partie et qu'on ne fait pas partie de la décoalition. Les Anglais et les Britanniques ont été déployés à Chypre, donc dès le départ ils se sont positionnés comme ça. Et donc je pense quand même qu'il y a une différence d'appréciation entre le président Trump et le président Macron sur ce dossier. Et je crois que vis-à-vis des pays arabes, il y a effectivement un souci d'exprimer le fait qu'on ne participe pas, le fait qu'on ne soit pas informé. Moi je me souviens de la guerre contre l'Irak. On a été informés alors que la France était en désaccord avec les Américains. Ils nous ont appelés la veille en disant c'est pour cette nuit. Oui. Et là, nous ne sommes même pas informés. Donc ça vous étonne, Sylvie Berman? Non, ça ne m'étonne pas parce que c'est Donald Trump et qu'il a le plus profond mépris pour ses alliés. Mais on voit le contraste entre une opération qui était considérée comme illégale par la France, et la France, elle fait campagne contre l'opération en Irak, et néanmoins, donc, on a eu le souci de nous prévenir. Et là, effectivement, c'est pas le cas, mais je pense que lui est satisfait d'annoncer ça par rapport aux pays arabes. Oui, ça illustre le manque de confiance entre les trois parties, la France, les États-Unis et Israël d'un côté. Ça illustre aussi que la France a 2 otages encore à Téhéran et que ça préoccupe pas mal la diplomatie française et ne veut pas, qui veut pas les mettre en danger. Oui. C'est aussi simple que ça. Les précautions de l'État français vis-à-vis de ce dossier. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi le proclamer haut et fort. Généralement, quand... Donc vous auriez préféré que Emmanuel Macron ne le dise pas? Je me pose la question pourquoi il le dit, pourquoi il le revendique avec cette solennité. C'est délibéré, quoi. C'est vis-à-vis des partenaires arabes. Mais les partenaires arabes ont pris des missiles et se sont maintenant contre l'Iran. Et donc se mettre de ce côté-là, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche. C'était avant.
qu'il y ait les frappes iraniennes. Ça date d'un peu plus tôt dans la journée, cette oui, mais les frappes iraniennes sur les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe, sont arrivées dès ce matin. C'est pour ça que ça peut faire évoluer aussi la position française. On l'a vu quand ils ont décollé pour survoler, pour défendre Israël. Donc ça je veux dire, je pense qu'il y a quand même un contentieux avant le déclenchement des hostilités, dans la mesure où la France défend le droit international et c'est quand même l'agression d'un pays avec lequel on n'est pas en guerre, et il y a forcément la France avait indifférent avec les États-Unis de ce côté-là. C'est pas le cas d'Israël qui est en guerre depuis 47 ans. Mais les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Iran. En tout cas, la franchise de la position française vous fait beaucoup commenter. Sylvie Bermann. Dans la suite de la déclaration, il dit que s'il y a un besoin d'intervention... Oui, évidemment, la France sera là s'il y a besoin. C'est important de le dire. Oui, on ne fait pas des fois à nos alliés en général à un moment donné, mais ça n'exclut pas de faire part de nos différends avant le déclenchement de l'opération, effectivement. Retournons ou allons plutôt ce soir en Israël, puisque nous ne nous sommes pas encore rendus en Israël ce soir. Nous sommes en ligne avec Nicolas Rouget. Nicolas Rouget est notre correspondant, il est à Haïfa. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Israël a tout à l'heure communiqué sur, je cite, le plus grand raid aérien de son histoire. Avec, donc on parle de la journée d'aujourd'hui, avec 200 avions de combat qui ont été engagés, qui ont visé quelques 500 cibles. Est-ce que vous avez eu des détails sur cette opération israélienne d'aujourd'hui, conjointement avec les États-Unis? Oui. Bien sûr, on les a eus dès le début de la journée de la part des officiels militaires israéliens. Alors, ce qui s'est passé à la fin de la journée, c'est qu'il y a eu ce bilan, un bilan un petit peu d'auto-congratulation d'un certain côté, ou d'auto-félicitation de la part des officiels israéliens. On l'a bien senti dans le ton qui était pris de leur point de vue. Ils ont même donné un nom, ils ont donné un nom à cette opération, alors qu'il y a un nom pour la guerre. Il y en a même plusieurs aujourd'hui pour cette guerre qui est menée par Israël. Il y a un nom pour cette opération, cette escouade de chasseurs israéliens qui se sont rendus sur le territoire iranien, l'opération Genève. Alors, on en parle, ceci dit, depuis le début, oui. On en parlait encore avec des officiels israéliens qui répétaient que la force israélienne frappait sur l'Iran au moment même où ils étaient en train de nous parler, qu'il y avait eu énormément de coordination avec les Américains pendant des semaines, voire des mois avant le début de l'opération, qu'il y avait un calendrier des charges, que ce calendrier des charges avait été divisé entre les deux partenaires, et que très clairement les Israéliens prenaient partie prenante, non seulement partie prenante, mais prenaient le leadership parfois de certaines de ces missions. Donc évidemment, c'est une façon de voir les choses. Il y a deux aspects d'un certain côté. Il y a cette offensive contre l'Iran, mais aussi ce que ça veut dire au public israélien qui remet son armée de l'air en avant par rapport à l'infanterie qui a beaucoup évidemment été mobilisée ces 2 dernières années, notamment dans la guerre à Gaza, mais aussi sur d'autres fronts. Ici, c'est mettre l'armée de l'air en avant et montrer bien cette supériorité, encore une fois, cette supériorité technologique et militaire à travers tout le Moyen-Orient. Évidemment, c'est une garantie de sécurité pour les Israéliens, et c'est quelque chose que l'armée israélienne voulait absolument mettre en avant aujourd'hui. Oui. Nicolas Rouget, on sait qu'évidemment la population israélienne est habituée au danger permanent, à se rendre aux abris, etc. Mais est-ce que vous sentez, depuis le début des frappes ce matin de cette opération, une certaine résignation de la population israélienne, ou je ne sais comment définissez-vous ce que vous avez ressenti, les gens que vous avez rencontrés tout au long de la journée, par rapport à cette opération conjointement avec les Américains et à sa potentielle durée? Honnêtement, c'est assez intéressant, hein, mais je l'ai répété tout au long de la journée, mais d'un certain côté, il y avait une angoisse évidemment, mais c'était aussi un soulagement, ce qu'on a ressenti dès le début de la journée. C'est-à-dire que ça faisait des jours que les gens se préparaient à cette guerre, des semaines, qu'on savait que ça allait arriver. Finalement, c'était là, et finalement, c'est là. Et d'un certain côté, il y a ce message, ce narratif qui a été répété par Benjamin Netanyahou depuis des décennies, peut-être que le grand ennemi, c'est l'Iran, que fondamentalement, il ne peut pas y avoir de paix en Israël tant que l'Iran est encore, le régime iranien est encore vivant. Et donc, d'un certain côté, pour les Israéliens, c'est peut-être cette dernière guerre qu'on va vivre. Il y a
c'est un espèce d'optimisme dans l'air ambiant hein, par rapport à ce que les résultats de cette guerre et évidemment le bilan de cette première journée, bien que vous voyez à l'écran, il y a eu finalement un tir de missile a réussi à trouver une cible dans un quartier résidentiel de Tel Aviv et qu'il y a eu un mort. Malgré tout, au bout du compte, Israël s'en est plutôt bien sorti pour ce premier jour de guerre. Et donc peut-être qu'il y a en effet un optimisme, évidemment. Demain matin, les gens devraient aller au travail, ils n'iront pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc cela reste évidemment, cela reste angoissant évidemment pour les Israéliens. C'est plein d'anxiété, mais en effet un espèce de un soulagement. Un soulagement, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour parler de ça. Après, évidemment, les choses vont beaucoup changer dans les heures qui viennent, et donc il faudra garder ça à l'œil. Merci Nicolas Rouget d'avoir été en direct avec nous d'Israël. Je me tourne vers vous, Stéphane Goldin. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Vous êtes sans aucun doute réserviste de Tsahal. Si vous n'étiez pas là ce soir, que feriez-vous en Israël ? Il est très probable que j'aurais reçu un coup de téléphone et que j'aurais rejoint une unité, très probablement pour commencer. Alors c'est vrai que j'ai un certain âge. Et malheureusement, je ne peux plus faire les mêmes actions et les mêmes opérations que je menais il y a quelques années. Oui, parce que quelquefois, ça manque. Il y a une certaine adrénaline dans le son. Général Richoux, je pense, partage. Général Richoux, vous êtes solidaire. On en a discuté tout à l'heure avec une certaine nostalgie. Oui, mais toujours est-il que oui, il est très probable que je rejoigne mon unité et que je commence aussi à préparer ce qu'on appelle des opérations qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est ça le but des opérations spéciales. Et dans le fond, ce qu'on a connu ce matin, c'est ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi, c'est tout simplement, c'est que c'était dans le fond une opération spéciale, parce que attaquer le matin et non pas la nuit, permis de prendre tout le monde par surprise. Le fait d'avoir attaqué le matin, c'est quelque chose qui vous a étonné. Oui, en quoi est-ce spécial d'attaquer le matin, c'est-à-dire donc de jour ? C'était assez étonnant parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude, quand on veut mener une opération par surprise, d'aller plutôt au niveau de la nuit et d'avancer au niveau de la nuit et de frapper au moment donné. Et que souvent, d'ailleurs, la frappe se fait d'ailleurs au moment où le soleil se lève, d'ailleurs, justement. Et là, ça a été, dans le fond, fait tout à l'envers, où, dans le fond, les avions ont décollé au petit matin, sont arrivés sur l'Iran quand le soleil, je dirais, brillait. Et donc, ça a été franchement fait en plein jour, devant tout le monde, avec une surprise qui a pris tout le monde de court. Parce que c'est vrai que je reste persuadé que les Iraniens, qui s'attendaient évidemment à une attaque, attendaient cette attaque, d'ailleurs comme au mois de juin dernier, plutôt la nuit, comme ça se fait naturellement. Donc c'est vrai que ça a été, dans le fond, un fait aussi de surprise, mais c'est vrai que Israël, comme d'ailleurs les Américains, ont l'habitude, je dirais, de faire, je dirais, à l'envers de ce qui pourrait être écrit dans les livres. Mais alors, est-ce que ce qui s'est passé ce matin, Stéphane Goldin, c'est-à-dire le fait que les premières frappes aient eu lieu 2 jours, ça correspondait à ce qu'on appelle une opportunité opérationnelle, c'est-à-dire au fait que justement, à Téhéran, il y avait eu du renseignement humain selon lesquels étaient réunis des hauts responsables de la sécurité iranien, et on a bien vu le résultat, puisque ce soir, nous avons Donald Trump qui nous annonce que le guide suprême Ali Khamenei a été neutralisé, donc tué. Il est très probable que le feu vert ait été donné, franchement, cette nuit, pour dire clairement les choses, et que le déclenchement puisse être fait ce matin, parce qu'il s'avère que, d'après les renseignements que l'on a pu aujourd'hui avoir, et on les a eus d'ailleurs dans le courant de la journée, du coup vers midi, il s'avère qu'il y a eu une réunion la nuit dernière à Téhéran entre ceux qui dirigent, je dirais, tout le pôle des missiles balistiques, ceux qui dirigent aussi le pôle du nucléaire. Et tous au même endroit. Ça s'est passé au même endroit. Il y avait une réunion conjointe, pour dire clairement les choses. Il est très probable qu'il y avait aussi quelqu'un qui a pu renseigner sur ce qui s'est dit lors de cette réunion. L'information a pu être transmise, d'où, je dirais, le fait d'avoir appuyé sur le bouton, parce que mais parallèlement aussi, il est peut-être probable aussi que tout était aussi, je dirais, préparé à l'avance, avec cette date du 28 février à 7h du matin, heure de... il est possible aussi que ça ait été préparé à l'avance. Donc tout est possible. Tout est possible. Vous savez, nous sommes dans ce genre d'opération. Vous savez, préparer une opération... Mais vous en avez mené de ce genre d'opération. Voilà. Préparer une opération spéciale, c'est pas quelque chose qui se
fabrique en 24 heures. C'est quelque chose qui demande des mois de préparation, énormément de renseignements, du renseignement technologique, mais aussi du renseignement humain, pour dire clairement les choses. Et il faut qu'à un moment donné, j'emploie, excusez-moi, souvent les planètes s'alignent. Les planètes s'alignent, ça veut dire que tout puisse rentrer dans l'ordre pour, à un moment donné, appuyer sur ce bouton. Il faut savoir que quand ces planètes s'alignent, elles ne s'alignent jamais complètement. Il y a toujours quelque chose, un grain de sable qui va. Mais toujours est-il qu'il va falloir se rapprocher le plus possible, et il est très probable qu'il y ait eu une campagne, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être de désinformation, qui a été faite auprès du monde entier pour arriver à cette date du 28 février, avec aussi, il faut le rappeler, il y a aussi quelque chose aussi, une date biblique dans cette affaire-là. Ah oui, le fait que c'est bientôt la fête de Pourim. C'est la fête de Pourim demain. Alors, expliquez en deux mots. La fête de Pourim, c'est dans le fond les Perses à l'époque du IVe siècle avant Jésus-Christ qui avaient voulu dans le fond anéantir le peuple juif et les Juifs. Aman, voilà, et les Juifs au moment c'était le roi Assuérus, si mes souvenirs sont bons, et du coup il y a eu Esther et Mardochée, d'ailleurs qui sont enterrés toujours à Ispahan, d'ailleurs, et qui sont d'ailleurs vénérés aussi par les Iraniens aujourd'hui, et qui se sont révoltés et qui ont permis d'abattre le pouvoir de Haman qui voulait combattre ces Juifs. Donc il y a peut-être aussi cette symbolique. En quelques mots, effectivement, rappeler les liens avec Pourim. C'est-à-dire que dans le livre d'Esther de la Bible, un homme très puissant appelé Haman, conseiller du roi de Perse, voulait détruire les Juifs. Et pour beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, les dirigeants iraniens sont les nouveaux Haman, c'est-à-dire que à Pourim, justement, lors de la fête de Pourim qui commence demain soir, on fête le moment où Haman s'est retourné contre ce conseiller. Donc au lieu de détruire les Juifs, c'est lui qui a été vaincu. Donc ça serait ça le symbole. Donc vous nous dites que soit tout a été organisé à l'avance, soit c'est une opportunité opérationnelle de ce matin. Voilà, je ne voudrais pas rentrer dans cette symbolique parce que je suis quelqu'un de relativement cartésien et je crois plutôt aux choses concrètes sur le terrain. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'on est dans le fond dans ce calendrier qui pourrait être interprété de cette façon. D'accord. Sophia Amara et puis Antoine Basbous. Oui, et pour compléter cette petite parenthèse, je vous invite ou vous suggère de lire Code Esther, qui est un livre qui en dit beaucoup et qui est très bien écrit. Cela dit, concernant la date et l'opportunité, c'est aussi peut-être, et ce serait peut-être ça, qui a permis cette connaissance, cette information sur le terrain, donc de la part de gens qui seraient sur place et qui travailleraient et collaboreraient avec le Mossad, qui aurait permis de frapper le guide suprême à un moment où il ne se trouvait pas trop profondément enfoui. Donc il y a peut-être ce leurre aussi, c'est de frapper le matin, parce que le matin, les Iraniens ne s'attendent pas à être frappés. Énormément de paramètres. Voilà. Antoine Basbous. Moi, je suis assez intrigué par la folie des Iraniens aujourd'hui. C'est-à-dire frapper tous les pays arabes voisins du Golfe, c'est une folie, alors que ces pays étaient... Mais oui, c'est ça, vous nous dites ça depuis tout à l'heure. Oui, vous avez l'air vraiment très frappé par le fait que l'Iran ait décidé de frapper toute la journée les pays arabes du Golfe, sauf le Sultanat d'Oman. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie, le Koweït, Erbil en Irak, tout ça, mais c'était des gens qui plaidaient la cause de l'Iran et de la paix auprès des Américains. Ils en ont fait des avocats. Aujourd'hui, là, je viens de voir un communiqué des Émirats arabes unis. Ils ont été ciblés par 137 missiles balistiques et 209 drones. 14 ont touché le sol. C'est énorme pour un petit pays. Les Qataris ont parlé tout à l'heure de à peu près 70 missiles qui ont frappé la capitale et Odeid. Mais c'est de la folie. Comment faire comme demain en sorte de rétablir des relations normales avec ses voisins? Alors, il faut rappeler qu'il y a la base Al-Udeid qui est là-bas et que c'est une des grandes bases américaines. Et il y a le Centcom qui est là. Oui, et donc, mais il y a la direction des opérations américaines. Paye l'hébergement d'une énorme base américaine qui est en plus le commandement central de la région Moyen-Orient. Qu'est-ce qui vous étonne, Antoine Basbous, là? C'est de fabriquer des ennemis
à l'infini, alors qu'ils ont besoin, qu'ils avaient transformé ses voisins en alliés, en avocats auprès de Washington. Donc vous nous dites que c'est pas du tout habile de la part des Iraniens. C'est un peu de la folie. Je vois pas pourquoi, qui est-ce qui a commandé ça, même s'ils avaient menacé de frapper les bases américaines. Mais frapper Dubaï, il n'y a pas de base américaine à Dubaï. Frapper l'aéroport non plus. Frapper l'Arabie, alors que l'Arabie a dit pas de survol de notre territoire pour agresser l'Iran. Je reviens sur une autre chose. L'histoire entre l'Iran et Israël n'a pas été toujours hostile. Rappelez-vous l'alliance de revers à l'époque du Shah. Rappelez-vous que à l'époque du Shah, il y avait une ambassade israélienne à Téhéran. Avec l'arrivée de Khomeini, Khomeini a chassé les Israéliens et a remis l'ambassade à Arafat. À Arafat en personne. Oui, Sophia Marin. Oui, non, moi je suis pas vraiment d'accord avec cette analyse parce que... Expliquez-vous. Oui, les Iraniens sont en train de vivre peut-être les derniers instants de ce régime. C'est un moment historique, non pas parce que c'est le premier jour de cette guerre qui a été tant attendu par certains et tant crainte par d'autres. C'est un jour historique parce que s'il s'avère que ce que les gens appellent au Moyen-Orient, en tout cas ceux qui sont opposés au régime des mollahs, la tête de la pieuvre a été abattue, à ce titre-là, c'est un jour historique. Et donc les Iraniens n'ont plus rien à perdre. Ils ont construit pendant 47 ans un réseau pour repousser l'assaillant et se battre dans des pays pour lesquels ils n'ont aucun respect. Ce sont les pays arabes. Il faut le dire et le redire. On l'oublie. Dans l'aéroport de Beyrouth, on entendait Al-Maut li Amrika, Al-Maut li Al-Saoud. Ça veut dire mort à l'Amérique, mort au Saoud. Au Saoud, à la dynastie des Saouds. Et les Saoudiens ont été assez gentils pour faire la paix avec les Iraniens. La première chose qu'ils font, c'est de frapper le territoire saoudien. Il faut comprendre ça des Iraniens. Les Iraniens exècrent le monde arabe. Ils le voient comme des moins que rien. Et aujourd'hui, tous ceux qui applaudissent l'Iran parce qu'il prétend... donc non, les Iraniens, ils sont prêts à taper tout le monde arabe s'ils sont en train de couler. Stéphane, pour aller dans le sens de Sophia, n'oublions pas une chose, nous sommes aussi face à un monde chiite, face à un monde sunnite. Mais pourquoi je veux en venir là-dessus? Parce que dans le fond, l'Arabie saoudite a voulu depuis ces dernières années remettre en exergue ce qu'on appelle la Mecque. Comme le premier endroit de l'islam pour les musulmans du monde. Et c'est vrai qu'il y a une rivalité entre musulmans sur la question de la place de la Mecque. D'ailleurs, il y a eu une revue théologique en Arabie Saoudite qui a sorti un très bel article là-dessus, il y a maintenant à peu près 2 ans, pour dire clairement pour rappeler aux musulmans du monde que la Mecque était le premier endroit. Et donc il y a aussi cette rivalité qui existe aujourd'hui entre Iraniens et d'ailleurs l'Arabie Saoudite plus particulièrement sur cette question qui est liée à une question plutôt spirituelle ou en tout cas de religieuse. En Iran, au moment où Donald Trump a confirmé la mort du guide suprême Ali Khamenei, après plus de 40 années de pouvoir, il y a des célébrations. Regardez ce qui se passe à Kharaj. Kharaj, c'est à 30 km au nord de Téhéran. On écoute quelques secondes les liesses, les foules qui se sont réunies il y a quelques instants. Antoine Basbous, c'est fort ces images-là quand même. Oui, ça veut dire qu'il y a un air de retour aux manifestations. Mais ça, c'est la nuit. On va voir si demain et après-demain, ça va revenir. Un air de retour aux manifestations et surtout une certaine joie. Ben évidemment. Oui. C'est les gens qui étaient descendus dans la rue le 9, le 8 janvier. Et qui se sont fait massacrer pour plus de 30 000 personnes. Absolument. Et là, c'est un retour. Et l'espoir est né avec cette annonce de la mort de Khamenei. Je voudrais revenir sur un point, c'est il n'y a pas de contestation sur la place de la Mecque en islam, y compris chez les chiites iraniens. Parce que tout simplement, pour le pèlerinage, l'Iran réclame tous les ans des centaines de milliers de visas pour venir faire le pèlerinage. Évidemment, eux, ils ont Najaf. Et
en Irak. Oui, ils ont leurs lieux saints, bien évidemment, les lieux saints du chiisme. Mais la Mecque, c'est quand même la capitale de tout le monde islamique en premier. Gallagher Fenwick, sur ces images de liesse, on peut le dire, dans cette ville au nord de Téhéran. La première chose que j'ai remarqué, c'est les femmes qu'on voit. Vous envoyer une à dos dos avec un pull rose qui n'est pas voilé, et qui a une amie à elle qui également... On sent une certaine liberté. Non, bien sûr. Et c'est voilà, peut-être ce vent-là qui souffle ce soir sur cette ville. Et ça a été dit, maintenant, l'un des principaux enjeux, c'est que cette joie se convertisse en mobilisation durable et qui... menace un pouvoir. Pour quel switch, n'en sais absolument rien. Je ne suis pas certain que Donald Trump, même s'il affirme savoir qui il verrait bien à la place de Khamenei, a décidé de mettre. Mais en tous les cas... On va revenir sur toutes les déclarations de Donald Trump ce soir. Sophia Amara, comment vous réagissez par rapport à ces images? Je vous vois le sourire aux lèvres. Écoutez, évidemment, c'est réjouissant de voir. Ça n'est pas seulement un rassemblement. Ce sont dès les premiers instants. Parce qu'il y a du monde là quand même. J'ai commencé à recevoir les vidéos sur les réseaux et par d'autres et par des amis. À partir de quel moment de la journée vous avez commencé à recevoir des vidéos, Sophia? Vers 17h. Donc bien avant que Trump ne parle, quand tout le monde était dans l'expectative. Mais des vidéos avant cela qui montraient des gens qui se réjouissaient de la frappe qui, dès le matin, avait visé le lieu de la résidence du guide suprême Ali Khamenei. Donc les premières vidéos qui vous sont parvenues de la joie exprimée en Iran, c'est par rapport à la justesse de la frappe israélo-américaine de ce matin. Pas nécessairement si elle avait fait une victime, mais simplement pour l'aspect symbolique de la chose, qui voulait dire d'une certaine manière que le président Trump, qu'ils avaient tellement attendu, était décidé à s'en prendre à la tête du pouvoir, ce qu'ils appellent la tête de la pieuvre. Mathieu Karman, faisons un point justement avec vous par rapport à ces frappes précises d'aujourd'hui, américano-israéliennes, sur les hauts dirigeants iraniens. Eh bien, vous en parlez. La première a donc ciblé Ali Khamenei. Annonce faite à 22h37 par le président américain sur son réseau social. Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort. Annonce donc sur son réseau social le guide suprême depuis 1989. Plus haute et plus puissante autorité du pays a donc été éliminée, tuée dans une frappe aujourd'hui. Ce matin, sa résidence en plein cœur de Téhéran a été visée. Image ici avant et après l'impact, plus de 30 bombes ont été larguées sur le complexe résidentiel. Son corps a été retrouvé, extrait des décombres, criblé d'éclats d'obus, explique la chaîne israélienne N12. Donald Trump précise sur son réseau social qu'il a été incapable d'échapper aux renseignements, au système hautement sophistiqué de suivi en étroite collaboration avec Israël. Il n'a rien pu faire, de même que les hauts dirigeants tués comme lui. Toujours selon les médias israéliens, une photo du corps d'Ali Khamenei a été présentée à Donald Trump qui était présent, on le voit ici, dans sa Situation Room de Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Des informations qui tout au long de la journée ont été démenties par le régime iranien. Mais sachez que le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, a déclaré lui qu'avec la mort de Khamenei, la République islamique d'Iran a été renvoyée dans les poubelles de l'histoire. Sachez enfin que 7 hauts responsables iraniens ont été éliminés lors de ces frappes israélo-américaines tout au long de la journée. Merci Mathieu Karman. Vincent Crouzet, vous nous avez rejoint. Bonsoir, vous êtes expert en renseignement, auteur d'une autobiographie, Le jour où je suis devenu espion. Et donc ça tombe bien parce qu'on aimerait bien savoir comment ça s'est passé aujourd'hui en Iran. Est-ce que vous savez... Non, mais je vous taquine. Mais est-ce que ces opérations qui sont justement, dont on parle ce soir, qui ont abouti visiblement à la mort du guide suprême iranien, ont réussi grâce aux renseignements? Grâce aux renseignements israéliens, très vraisemblablement. Oui, quelle est votre source? Non, mais expliquant la primauté... D'où vient votre renseignement? Non, mais expliquant la primauté de la frappe, qui est une frappe israélienne, donc sur le compound, sur le complexe résidentiel de Khamenei. Attendez, Vincent Crouzet, vous êtes en train de nous dire que le fait que ce matin, effectivement, quand nous nous sommes réveillés, nous avons tous appris que c'était les Israéliens qui avaient frappé en premier.
pour vous, cela illustre le fait que c'était avant tout couplé à du renseignement israélien et qui a abouti à l'information que nous avons ce soir, c'est-à-dire l'élimination du guide suprême iranien. Je pense qu'il y a eu une entente entre le chef de gouvernement israélien, Netanyahou, et Trump, avec les Américains étant grands seigneurs et donc laissant la primauté de l'attaque aux Israéliens qui ont fourni le renseignement. Ah, vous pensez qu'ils ont fait ça grands seigneurs? Vraisemblablement. Vous pensez qu'ils auraient aimé le faire eux-mêmes? Je ne vois pas comment Je suis pas sûr. Hein. Je ne vois pas comment les Américains se seraient privés de la frappe sur Khamenei sur le plan politique. On va demander à Stéphane Goldin. Je pense surtout que les Israéliens... Alors attendez, tout le monde veut parler. Non, et je pense surtout que les Israéliens ont beaucoup plus la capacité en fait d'obtenir du renseignement dans Téhéran, et à ce niveau-là, en plus de la République islamique, j'entendais Stéphane Golding en parler tout à l'heure, effectivement, ils ont été renseignés certainement plusieurs heures en avance. Néanmoins, il y a eu une faille de sécurité énorme de la part des Iraniens, énorme, puisqu'on savait depuis plusieurs semaines que Khamenei se tairait. Je veux dire, le fait de le réunir avec des responsables sécuritaires à un niveau, donc apparemment au premier niveau de son bunker et non pas dans les tunnels qui sont bien en dessous, c'est une énorme faille de sécurité dans laquelle se sont engouffrés les Israéliens. Oui, moi, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est la première chose qui m'a étonné. Comment le Khamenei, dont on savait qu'il était chassé, espionné par les Israéliens et la CIA vraisemblablement, et peut-être d'autres services éventuellement, donc on croyait qu'il était caché partout, enfin dans les tunnels les plus profonds, etc. A-t-il pu se retrouver en surface un beau matin pour être dézingué comme ça, de manière aussi facile. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Alors il y a le renseignement avant, vraisemblablement, mais et puis après, il y a quand même la photo, quoi. Je veux dire, ça veut dire que dans l'environnement proche, il y a quand même des gens qui ont été capables de le prendre en photo et puis d'envoyer aux Américains et Israéliens la photo pour prouver qu'il était mort, parce que personne ne l'a approché, ce corps. Donc il y a forcément des complicités très très proches autour de Khamenei, qui ont été capables de confirmer aux Américains israéliens qu'il avait été décidé. Pour le moment, on ne sait pas qui a vu cette photo, Général Richoud. Non, mais bien sûr, mais le fait qu'on soit... Pas tous en même temps. Général Richoud. Oui, on nous annonce officiellement qu'il est mort. Donc là, il y a peut-être des preuves véritables qu'il est mort. De toute façon, si photo il y a, elle sortira, elle sera publiée en temps voulu si les autorités qui la possèdent décident qu'il est intéressant de la publier. Sophia Amara. À Washington. Non, ce qu'on nous dit... Me perturbez pas, Sophia. J'essaye. Ce qu'on nous dit, c'est que apparemment, Trump et ou Benjamin Netanyahu auraient vu la photo. C'est ça. Déjà, premier point. Deuxième point, effectivement, il y a eu cette erreur de la part des Iraniens, encore une, de se réunir le matin, pensant qu'il n'y aurait pas de frappe le matin, parce que généralement, on frappe le soir. Ça, c'est un deuxième point important. Khamenei qui se retrouve sous les bombes iraniennes, israéliennes, quand l'info, vous le disiez à juste titre, l'info est tombée ce matin, on était un petit peu étonnés de voir que c'est les Israéliens qui ont commencé. Oui. Et non pas les Américains. Eh bien, ça c'est normal. Parce qu'il faut d'abord éteindre et annihiler le... Moi j'y ai vu... Alors attendez. Oui, mais moi ce que j'y ai vu, Général, mais vous me direz, j'y ai vu en tout cas une volonté de frapper d'abord la tête du pouvoir, pour indiquer d'une certaine manière que symboliquement c'est aussi ça notre objectif, puisque depuis des semaines et même plus, on ne sait pas ce que veut Trump et ce que veulent les Israéliens, mais surtout Trump. Et là, de frapper d'abord. Or, comme c'est les Israéliens qui ont apporté l'info, c'est moi qui apporte l'info, c'est moi qui frappe. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, je ne sais pas. Stéphane Goldin, votre analyse. Je voudrais d'abord dire que c'est une opération, non pas israélienne, mais c'était une opération combinée dès la première heure et dès la première minute. Cette opération combinée a été préparée. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Vincent Crouzet quand il dit que grand seigneur, les Américains ont laissé... Je vous taquine, j'aimerais avoir votre opinion. Non, je parle sur l'opération. Je parle sur l'opération. Et alors, ce qui est vrai, et là je suis complètement d'accord avec Vincent, c'est que concrètement, oui, il y a eu un niveau de renseignement très haut et très proche de la personne pour pouvoir donner cette information et pour concrètement faire une capture d'écran, parce que c'est une capture d'écran qui a été faite sûrement, probablement. La photo, c'est une capture d'écran. C'est une facture, bien sûr, c'est pas, on ne va pas prendre un... Bon, et donc...
il peut passer chez Harcourt. Non, c'est pas un studio photo Harcourt. Donc effectivement, quelqu'un avec un smartphone a pris une capture d'écran du corps de Khamenei. Il y a eu une multitude de faisceaux de renseignements qui sont arrivés à un moment donné, à un moment T, et donc il a été choisi, que ce soit ou les Israéliens ou les Américains. De toute façon, il a été décidé lors des différentes réunions entre les différents états-majors, qu'ils soient israéliens et américains, qu'il y aurait un partage des tâches. Et donc une synchronisation totale des actions. Et dans le fond, dans cette affaire, peu importe que ce soit les Israéliens ou les Américains, parce que pour ces deux pays, dans le fond, c'est win-win cette affaire. C'est gagnant pour Netanyahou, c'est gagnant aussi pour Washington. Et donc, concrètement, le résultat va être le même, parce que la seule différence qui existe peut-être aujourd'hui entre les États-Unis et Israël, c'est que Israël veut à tout prix la chute du régime. Les Américains étaient plus, je dirais, fragiles, dans leur interprétation, sauf que depuis maintenant quelques heures, ils sont complètement en phase avec la volonté d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la chute du régime iranien. Et pour en revenir à la question d'Israël, dans le fond, la crainte d'Israël, c'était de se retrouver comme au mois de juin dernier et ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et, entre guillemets, terminer le travail. Il était là le... Alors donc, Trump a arrêté les Israéliens en juin dernier. Et aujourd'hui reprend le boulot là où il était. Alors quelle est la logique? Je veux dire, on voit bien quand même il y a une certaine forme d'errance dans la pensée. Est-ce que non, mais attendez, est-ce que c'est Trump qui a arrêté les Israéliens? En juin, oui, il a fait faire demi-tour. Est-ce que les Israéliens aujourd'hui, Stéphane Goldin, sont satisfaits de pouvoir aller jusqu'au bout? Ils veulent aller jusqu'au bout, et vous prenez n'importe quel Israélien dans la rue, il va vous dire clairement, il nous manquait 4 jours pour terminer les choses. En juin. En juin. Et je vous dis franchement que si en juin, on nous avait donné 4 jours de plus, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pour dire clairement les choses. Parce qu'il y avait ce rouleau compresseur. Alors c'est vrai que la grande différence peut-être entre juin et aujourd'hui, c'est que juin, on s'était focalisé sur la question nucléaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que les Américains s'étaient focalisés sur la question nucléaire. Israël s'était plutôt focalisé sur la question des bases de missiles et des rampes de lancement. C'est vrai qu'aussi, il y avait, il faut le dire, des opérations qui avaient été faites au sol à l'époque du mois de juin, pour neutraliser les zones de lancement. Pour le moment, là, on ne sait pas encore. Et puis, il n'y avait pas eu les grandes manifestations. Il n'y avait pas eu les grandes manifestations de janvier. Je voulais revenir sur la double faille sécuritaire, parce que l'autre faille sécuritaire, c'est tout de même, là, il y a eu des chasseurs bombardiers qui sont rentrés dans l'espace aérien iranien, ou bien qui ont tiré leurs missiles de très loin, mais néanmoins, on a eu une intrusion de missiles dans le ciel iranien. À ce moment-là, les gardes du corps de la protection rapprochée du guide suprême, donc de l'unité Valier-Amer, n'ont pas dégagé le guide suprême de l'endroit où il se trouvait et où il était vulnérable. Je vous promets qu'en France ou aux États-Unis, si un chasseur-bombardier ou un missile pénètre l'espace aérien français, le président de la République, il est immédiatement amené au PC Jupiter ou à l'endroit le plus sécurisé. Or là, il est resté en place avec les livres. Comment est-ce possible? Et ça pose donc apparemment. Alors, donnons la parole à Antoine Basbous. La question, c'est que les radars ne sont plus en place depuis presque 2 ans. Les Israéliens avaient détruit les radars iraniens en Syrie, en Irak, et ils avaient Open Sky jusqu'en Iran. Et les aides russes et chinoises n'ont pas pu apporter le remplacement de ces systèmes de radars et de missiles antimissiles. Il faut dire 2-3 choses. La première, c'est que le renseignement humain est très fort, surtout chez les Israéliens, auprès de l'Iran, auprès des satellites de l'Iran, auprès du Hezbollah. Rappelez-vous l'affaire des beepers. Rappelez-vous Nasrallah qui était sous 30 mètres en dessous du sol, avec 7 bâtiments au-dessus. Ils l'ont détruit, ils l'ont assassiné avec 83 tonnes de bombes. Donc, il y a donc le renseignement humain, mais aussi il y a le renseignement cyber et l'enseignement de l'intelligence artificielle. Tout ça
en face de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idéologie contre la technologie. Et donc, la bataille est perdue pour l'idéologie. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est la victoire de l'intelligence artificielle dans la façon de mener une guerre sophistiquée comme celle-là, avec le facteur humain. L'Iran n'a aucune défense anti-aérienne. C'est ça la réalité, c'est Open Sky et les Israéliens, les Américains, tout le monde peut aller se balader et lancer tout ce qu'il faut. Retournons à Washington, nous sommes en direct avec Sonia Dridi. Rebonjour Sonia, vous êtes avec nous depuis Washington. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les coulisses de cette opération qui est en cours, mais qui se déroulait depuis ce matin et qui a commencé fort? Ah, on n'a pas de son, malheureusement. Nous allons essayer de retrouver la liaison avec vous, Sonia. Sophia Amara, vous vouliez... Alors, est-ce que nous avons le son? Donc, je retourne à Washington. Ouais. Vous m'entendez? Je vous repose la question. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler des coulisses de cette opération conjointe israélo-américaine qui est en cours et qui a débuté ce matin, Sonia? Oui, on a un peu plus d'éléments sur les coulisses de cette décision, puisque tout à l'heure, des officiels de l'administration, dont certains hauts responsables, se sont entretenus avec des reporters ici de la Maison-Blanche, et donc on a un peu plus d'indications. Il y a notamment un haut responsable de cette administration qui nous a dit que Donald Trump avait décidé d'agir, notamment lorsque les États-Unis avaient reçu une information, des indications selon lesquelles l'Iran pourrait mener une frappe préventive. Ce haut responsable de l'administration a également dit que l'un des objectifs de cette opération, c'était d'empêcher la République islamique de se doter de l'arme nucléaire, mais qu'à plus court terme, il y avait des risques concernant les armes plus conventionnelles, les missiles. Il a répété ce qu'avait dit Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union, que selon cette administration, il y avait un risque pour la sécurité des États-Unis si les Iraniens construisaient des missiles qui pourraient à un moment atteindre les États-Unis. Et puis, ce haut responsable de l'administration a également dit que les Iraniens refusaient catégoriquement de parler des missiles balistiques. Il a dit ils ont refusé d'en parler avec nous, ils ont refusé d'en parler avec les alliés dans la région. Ils refusaient tout simplement de parler des missiles. C'était une situation inacceptable pour nous et franchement, le président Trump n'avait plus le choix. Merci Sonia Dridi en direct avec nous de Washington. Retournons aux Émirats Arabes Unis puisque, comme nous l'avons souligné toute la soirée, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays arabes ont été frappés toute la journée par l'Iran. Voici une attaque qui a eu lieu au pied de cette tour. Regardez cet incendie, les images sont impressionnantes. Auprès de cette tour Burj Al Arab à Dubaï. C'était il y a quelques instants. Nous apprenons d'ailleurs qu'en ce moment même, le port de Dubaï est la cible de frappe en ce moment même. Et l'aéroport dont nous vous parlions tout à l'heure, le grand aéroport, l'aéroport de Dubaï, qui est effectivement un hub international gigantesque. Voici les images de ce débris de Shahid, de cette attaque qui a eu lieu iranienne également dans la journée. On apprend que cette attaque a fait 1 mort et 7 blessés. Oui, et ce qui me paraît étonnant, c'est qu'à Dubaï, autant que je sache, il n'y a pas de base américaine. Il n'y a pas de base américaine. Elle est à Abu Dhabi. Là, on tape gratuitement sur un pays qui n'aide pas les Américains. Donc là, il y a ce phénomène qui est quand même intéressant à observer, c'est que effectivement, c'est là que je rejoins un petit peu M. Basbous. Effectivement, on a l'impression qu'il tape grand large, alors que c'est pas Dubaï qui est le chantre de la protestation. Alors, Vincent Crouzet, puis Stéphane Goldin. Vraiment qui sont aux abois, parce que s'en prendre à Dubaï, et Antoine Basbous le rappelait tout à l'heure, 500 000 Iraniens, les banques iraniennes, le fric des GRI qui sont à Dubaï, toutes leurs compagnies de commerce à travers lesquelles ils assurent le rapprovisionnement, la flotte fantôme iranienne, etc. Donc là, vraiment, ils sont aux abois pour s'en prendre à Dubaï. Et je rajoute qu'aux Émirats Arabes Unis, nous avons donc une base aérienne permanente, la base aérienne 104, et nous sommes liés par des accords de défense depuis 1995, nous amenant
à protéger éventuellement les Émirats Arabes Unis en cas d'agression. Mais maintenant, ça montre une chose aussi, c'est qu'ils sont encore commandés. Parce que quand on dit que le régime est en train de tomber, il faut quand même se méfier. Quand des missiles tombent, ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent les ordres que les missiles tombent et qu'il y a des gens qui obéissent. Donc il faut quand même faire très très attention. Stéphane Goldin, comment vous réagissez à ce que dit le général Justement, je pense qu'on est dans le sauve-qui-peut actuellement du côté iranien. Et concrètement, est-ce qu'il y a encore une direction militaire, stratégique, politique? Parce que concrètement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis ce matin, il n'y a plus de ministre de la Défense, éliminé. Le chef des gardiens de la Révolution, éliminé. Le chef du renseignement, éliminé. Donc concrètement, aujourd'hui, qui donne les ordres? Mais la dernière fois en juin, ça avait été remplacé en 24 heures. En 24 heures, mais là, il n'y a même pas passé 24 heures. Ben oui. Et donc là, actuellement, il y a en plus un État concrètement qui s'effrite. Il y a des manifestations dans toutes les rues. Aujourd'hui, en plus des manifestations de liesse. Et je reste persuadé qu'il y a certaines personnes qui ont dû collaborer avec le régime d'Imola aujourd'hui, qui aimeraient retourner un petit peu leur veste parce que les lendemains vont être peut-être un petit peu difficiles. Et donc vous nous dites qui commande? Qui commande? Aujourd'hui, la question est de savoir qui commande aujourd'hui en Iran. Qui fait envoyer ces mais en même temps, missiles? les missiles continuent à tomber, donc il y a reste une direction qui... Je voudrais simplement rappeler un petit exemple qui s'est passé au moment où il y a eu l'élimination, et non pas l'assassinat, de Nasrallah. C'est quand même un assassinat. Oui. Il y a eu un moment où, dans le fond, il y a eu un dysfonctionnement total du Hezbollah qui a duré pendant un certain temps parce qu'il n'y avait plus de chef. Et du coup, le Hezbollah s'est métamorphosé à une politique, entre guillemets, de décentralisation pour trouver des petits chefs locaux. Mais il y a eu un moment, concrètement, où il y a eu cette déstabilisation et tout le monde ne savait plus qui tirait sur qui. Oui, on est bien d'accord, mais le Hezbollah n'a pas disparu pour autant. C'est là qu'il faut se méfier. Je veux dire, moi, je souhaite effectivement, on peut l'espérer, mais ce que l'on voit là n'est pas l'assurance que le régime est en train de partir à volo. Voilà, je crois qu'il faut rester quand même. Ça ne date que de ce matin, et je ne vois le fait qu'il y ait une population en liesse dans la rue ne prouve pas qu'elle est en train de prendre le pouvoir de la rue. On n'a pas encore vu la réaction. Peut-être tout que demain... est en cours, les opérations sont en cours. Du côté conjoint israélo-américain, la riposte iranienne, ce qui se passe effectivement au niveau de la population civile en Iran, tout est en cours au moment où nous parlons. Gallagher Fenwick. Non, je pense qu'on ne peut pas non plus écarter que ce soit ce qui a été prévu par le régime, qui avait décidé qu'il y aurait... pour cette première journée de riposte. Voilà, il y aurait des cibles de 3 natures différentes, militaires, donc les emprises, les bâtiments, etc., au niveau des différentes bases américaines notamment, l'infrastructure pétrolière, et puis enfin des cibles purement civiles dans des centres urbains comme on le voit à Dubaï, afin d'avoir un impact à la fois politique et économique. Regardez, c'est les images sur lesquelles on va le plus s'attarder, parce que ça a un impact psychologique extrêmement... Mais Gallagher, ils n'avaient peut-être pas envisagé quand même que leur guide suprême soit tué au premier jour des frappes. Je pense qu'il l'avait envisagé, c'est d'ailleurs le guide suprême qui a donné la directive suivante. Il a dit à chacun des membres donc il avait prévu militaire et politique, sa succession. Avoir 4 successeurs différents. Donc ils ont mis en place, si vous voulez, ce mécanisme. Après, ça, c'est de la théorie. Est-ce que dans la réalité, ça se passe comme c'était prévu sur le papier? C'est toujours le cas des opérations militaires. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans les premières heures, on est, en tous les cas, du côté israélo-américain, probablement dans le scénario optimal par rapport à ce qui avait été prévu. Et puis, au bout d'un moment, il y a, si vous voulez, on dit en anglais, un instrument qui vient bloquer la mécanique, ou un grain de sable. D'où est-ce que ça vient? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Quelles conséquences ça a? J'en sais encore... je le sais encore moins. Mais du côté iranien, il ne faut pas exclure qu'il se soit dit, OK, on va taper très très fort à Dubaï. Les Émirats Arabes Unis, mais n'avaient pas d'excellentes relations avec le régime iranien. Donc moi, je ne suis pas si surpris que ça de voir ces images. Sophia Mara. C'est vrai, Gallagher, mais cependant, alors on peut se demander si ces frappes, surtout contre Dubaï, on le disait tout à l'heure, les Iraniens ont beaucoup de leur argent sale à Dubaï, comme les Russes et comme... Il y a beaucoup d'argent à Dubaï, de toute façon. Oui, mais celui-là, c'est l'argent des Iraniens, des mollahs, et c'est de l'argent sale, qui vient de la drogue et qui vient du blanchiment. D'accord. Donc, et en plus, Dubaï, il n'y a pas de base américaine, ou ni de base dans l'absolu, puisque la base où il y a d'ailleurs des avions français, elle est à Abu Dhabi.
à la Dafra. Donc, est-ce que ça, c'est les plans qui ont été dictés par Khamenei avant d'aller dans un monde meilleur, si toutefois l'information se confirme, ou est-ce que c'est la preuve qu'il y a que c'est la direction du pays, sans ministre de la Défense, sans chef des passes d'Aran, sans le guide suprême, sans peut-être son fils qui a dû être enlevé, tué lui aussi, assassiné, tué, eh bien, c'est peut-être la cause. Oui, Gallagher, puis Antoine Bazbous. Sophia, un très mauvais calcul stratégique de leur part, en se disant on va leur faire payer un coût, encore une fois, politique et économique très très fort, en pariant sur le fait que derrière, ils ne souhaitent pas rejoindre l'opération, mais au contraire, qu'ils paniquent et qu'ils appellent Washington en disant « Ouh là là, on s'est pris des Shahed et des missiles sur Dubaï, s'il vous plaît, mettez fin à ce que vous êtes en train de faire parce que le prix est trop fort pour nous. » Oui, Antoine Bazbous. Il ne faut pas oublier la dimension psychologique de la relation entre les pays arabes du Golfe et l'Iran. Les Iraniens considèrent les pays arabes du Golfe comme des attardés moyenâgeux. Mais quand un Iranien arrive à Dubaï ou à Doha ou à Riyad, il découvre un autre monde, le 22e siècle quasiment. Tout fonctionne, les aéroports, les ports, le transport, l'électricité. Alors qu'en Iran, toutes les semaines, il y a des coupures, des avions qui tombent, des infrastructures par terre. Et donc, du coup, il y a cette dimension psychologique, ce complexe de supériorité, mais qui ne se retrouve pas dans la réalité. Donc, frapper Dubaï, briser ces gratte-ciel, frapper l'économie des Émiriens, Jabal Ali, le port international, frapper le Qatar. Maintenant, il y a une dépêche qui dit que en ce moment-là, il y a une nouvelle salve de missiles sur le Qatar. Bref, tout ça peut être explicable par la dimension psychologique. Oui, moi je suis d'accord. Oui, Vincent Crouzet. Non, je suis d'accord avec Antoine. Et pourquoi Dubaï finalement? Parce que les Occidentaux connaissent Dubaï. Les Européens vont en vacances à Dubaï. Dubaï, ça signifie quelque chose. Ça signifie c'est la vitrine des Émirats. Les grandes compétitions de golf, les courses de Formule 1, etc. Donc finalement, c'est la vitrine un petit peu pour l'Occident du Golfe Persique. Les gens connaissent Dubaï. En plus, ils ciblent les immeubles de grande hauteur. Ça fait de très belles images. On connaît les skylines et de Doha et de Dubaï. Ça va faire des images très spectaculaires. Et c'est ça que souhaitent les GRI, les passes d'Aran. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un effet politique qui est très largement supérieur à l'effet militaire, en fait. Donc ils montrent, en fait, qu'ils sont capables d'infliger des pertes à l'ennemi, combien même ces pertes ne renversent pas le rapport de force. Mais en même temps, sur le plan international, ils montrent qu'ils rendent coup pour coup et qu'ils font jeu égal avec les États-Unis et avec Israël. Oui, cela étant dit, évidemment, mais pour ajouter ce petit point, on savait, on se doutait, on craignait et on redoutait que si l'Iran était, comme on dit, cornered, c'est-à-dire acculé, coincé dans, eh bien, qu'il n'y aurait plus aucune règle, plus aucune éthique, plus aucun respect pour les lois de la guerre, qu'il frapperait les alliés, les intermédiaires, les médiateurs arabes, pays du Golfe, pour lesquels il n'a aucun respect, je vous le confirme. Et donc, par conséquent, c'est la fin. Pendant 47 ans, ce Khamenei, il disait aux Arabes, résister à Israël. Et lui, il était tranquille, sa population était tranquille, et les Libanais s'en prenaient plein, les Syriens, idem, voilà. Et aujourd'hui, il est tout seul, et peut-être qu'il est parti. Mais en tout cas, on s'attendait à ce que cette situation entraîne de telles réactions. Nous avons noté, nous vous avons fait partager, bien sûr, et nous vous le ferons partager, c'est le rôle d'une chaîne comme LCI, tout ce qui est en train de se passer en direct dans le monde, en rapport avec cette information de la soirée qui est celle de la mort probable, la mort en tout cas confirmée pour le moment uniquement par Donald Trump du guide suprême iranien. Et là c'est à Atlanta, vous voyez ces images sont en direct des États-Unis. À Atlanta vous avez des manifestations d'Américains, sans doute d'origine iranienne mais pas forcément, avec des drapeaux et qui manifestent leur joie. Qu'est-ce que vous me faites des signes?
Mara, voulez-vous commenter ces images? Non, mais je voulais juste vous glisser dans l'oreille que parmi les slogans, il y a écrit Khomeini is dead. Oui, voilà. bah, ça oui, on n'est pas étonné. Et le drapeau avec le soleil, qui est l'ancien... Oui, le drapeau, évidemment, avant la révolution islamique. On vit quand même une heure historique, enfin vraiment un des moments historiques. Je pense que c'est comparable à la chute du mur de Berlin. Ce genre de grands événements, tout de même, c'est un des plus grands événements du début du XXIe siècle. Moi, je crois que c'est un petit peu tôt pour parler et pour de ça. Israël, c'est un très grand moment. Le développement dans les jours qui viennent. Pour Israël, c'est un grand moment. Maintenant, il va falloir que les choses se confirment. Mais pour Israël, il va falloir que les choses aillent jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Il y a encore un laps de temps. Donc l'opération militaire est loin d'être terminée, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Avec le caractère de Trump qui peut décider demain matin qu'il arrête parce qu'il a atteint son objectif, il est mort. C'est pas ce qu'il dit, hein. Pour ce soir, Général Richoux, ça n'est pas ce que Trump dit ce soir. Eh bien, on verra. Bon, oui, parce que vous nous disiez déjà depuis quelques semaines qu'il y aurait rien, hein, que le gouvernement ne s'effondrerait pas. Regardez où on en est quand même, là, on avance. On verra s'il s'effondrera. Je sais que vous êtes très dubitatif là-dessus. Oui, je suis très dubitatif sur le côté, si vous voulez, automatique, absolument automatique de la chute du régime par des frappes aériennes. Donc on verra. En tout cas, admettez qu'entre ce soir et ce matin, il y a quand même une certaine différence bien sûr. de situation. Nous allons en direct en Iran. À Téhéran, nous avons la chance de retrouver Siavosh Ghazi, qui est un de nos correspondants, qui est le correspondant de France 24 et de RFI sur place. Siavosh, bonsoir. Nous venons de voir des scènes de liesse en dehors d'Iran, c'est-à-dire à Atlanta, aux États-Unis, par rapport à l'annonce, en tout cas par Donald Trump, le président américain, du fait que le guide suprême a été tué par une frappe conjointe américano-israélienne ce matin. Qu'en est-il de ce qui se passe en Iran? Est-ce que le régime est en train d'essayer de montrer que le guide suprême est encore vivant, ou est-ce que c'est le silence du régime à ce propos? Non, en fait, le discours officiel